Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. La France a renoué cette semaine avec le terrorisme. Un jeune homme de 23 ans, un Français d'origine algérienne, Mohamed Merah, a tué lundi 3 enfants et un adulte dans une école juive après avoir assassiné 3 militaires. L'homme qui se réclamait d'Al-Qaïda a été abattu jeudi par le RAID lors d'une opération qui a duré 30 heures. Cette question, ce soir, notre société doit-elle s'interroger sur une éventuelle montée de l'islam radical ou est-ce un acte isolé d'un homme marginalisé? La campagne, vous le savez, a été suspendue durant près de 48 heures. Cela n'a pas empêché les petites phrases, des tentatives de récupération politique. Cette affaire peut-elle avoir un impact sur la campagne? Et puis nous parlerons du Mali, le président ATT, un président qui fut toujours respectueux de la démocratie, de la Constitution, a été renversé en quelques heures. Ce putsch éclair était-il prévisible? Et cette semaine, eh bien, nous sommes avec Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et je présente le magazine ce mois-ci, rencontre, interview exclusive avec François Hollande. Claude Veil, bonsoir, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui a titré évidemment cette semaine Enquête sur une haine meurtrière. Et vous revenez évidemment sur cette tuerie de Toulouse. Marcus Mabry, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à l'International Herald Tribune. Et avec nous, Yvan Réoufol, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro, auteur de La fin d'un monde. C'est aux éditions de Passy. Voilà, je montre l'ouvrage. Et à noter également que vous avez écrit un édito aujourd'hui dans le Figaro, ceux qui ont permis à la barbarie de terroriser la France. On en parlera dans ce débat. Après le deuil, la polémique aujourd'hui. Le RAID est critiqué pour avoir mis plus de 30 heures pour venir à bout du tueur présumé de Toulouse. Critiqué pour ne pas l'avoir capturé vivant. Les services sont jugés également défaillants dans cette affaire. Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du Premier ministre français François Fillon. C'était ce matin chez nos confrères d'RTL. Je voudrais surtout rappeler à tous ceux qui nous écoutent que nous vivons dans un état de droit. Aucun élément permettant d'appréhender Mohamed Merah. Et encore une fois, on n'a pas le droit dans un pays comme le nôtre de surveiller en permanence et sans décision de justice quelqu'un qui n'a pas commis de délit. Claude Veil, est-ce que l'argument de François Fillon, du Premier ministre, tient? Nous vivons dans un état de droit, on ne peut pas surveiller quelqu'un qui n'a rien fait. Cet homme a quand même été en prison, il a fait des séjours au Pakistan, en Afghanistan, il était fiché et aujourd'hui on dit... C'est très compliqué ce que vous me demandez là. Je crois avoir à peu près tout lu sur le sujet, y compris l'interview détaillée, précise du patron de la DCRI, M. Scortini, cet après-midi dans Le Monde, dans l'état actuel des choses, de ce que je sais, de ce que j'ai lu. Je ne peux pas conclure qu'il y ait eu, avec certitude, une défaillance grave des services de renseignement. Le garçon, en effet, était connu, comme on dit, les services de police, pour une succession, litanie même, de délits mineurs. Il a fait de la prison, il a fait des voyages, il a été débriefé à son retour de voyage par un service de renseignement qui, tous pour dire les choses simplement, ne l'a pas pris au sérieux. Ils ont considéré que c'était un baltringue. Comme il y en a beaucoup dans cette mouvance-là, ils ne l'ont pas pris au sérieux du tout. Personne dans son environnement, son avocat, le juge des enfants, ses amis, ses copains de football, etc. Personne n'avait envisagé un truc comme ça. Alors s'il s'agit, encore une fois, on parle à un moment où tout n'est pas écrit encore de cette histoire. S'il s'agit, comme on tente à le penser actuellement, d'une espèce de self-djihadisme, d'un type qui s'est automotivé tout seul, qui s'est inventé tout seul une cause folle pour donner un sens à sa vie, pour se créer au fond un destin, pour donner à un petit voyou de cité un destin beaucoup trop grand pour lui, à ce moment-là, ça me paraît un peu difficile à repérer sur les radars, sauf à entrer en effet dans un système policier où les gens seraient surveillés, fliqués en permanence au téléphone, sur Internet. Pour le moment, je n'ai pas de certitude. Je suis comme Alain Juppé. Je pense qu'il mérite de se poser la question, est-ce qu'il y a eu une faille dans le système de surveillance? Pour le moment, je n'ai pas la réponse définitive. Yvan Réoufol, est-ce qu'il y a eu une faille? Est-ce qu'on a raison de s'interroger aujourd'hui sur cette éventuelle faille des services? Et de manière plus générale, est-ce que vous pensez que cette opération a été réussie? Il avait en tout cas un profil. Il avait un profil de djihadiste, à l'évidence. Quand on va en Afghanistan, quand on fait des séjours là-bas, on n'y va pas en touriste. Et donc, il aurait pu y avoir un devoir de vigilance qui n'a pas eu lieu, en tout cas qui n'a pas suffi à le ficher, à le rendre
potentiellement dangereux, en tout cas au vu des enquêtes. Et plus généralement, je pense que cette indifférence qui a été portée vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de son parcours, est une indifférence qui est plus généralement portée, me semble-t-il, par les forces de police, mais également par la justice. Il est passé 15 fois en justice, absolument, où il y a toute une sorte d'émission en chaîne des autorités vis-à-vis de ce genre de profil, une indifférence de la société vis-à-vis de ces phénomènes, qui sont des phénomènes que l'on ne veut pas analyser, qui est le phénomène de la réislamisation d'une partie de la communauté musulmane, qui est le véritable problème qui est posé aujourd'hui. Et ce phénomène est un phénomène qui a été occulté par tout le monde, et notamment par les bons sentiments qui sont brandis à chaque fois que l'on tente d'aborder ces dérives, qui sont des dérives islamistes en l'occurrence. Une montée finalement de l'islam radical, vous dites aujourd'hui en France. Il est le produit, à l'évidence, il ne s'est pas fait tout seul, il n'est pas simplement isolé, ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un fou, c'est également le produit, c'est d'abord le produit d'un islam radical. Je conseille d'ailleurs la lecture d'un formidable article cet après-midi dans Le Monde de M. Abdenour Bidar, j'écorche son nom, qui explique quelles sont les maladies de l'islam qui ont engendré ce monstre. Ce monstre est un monstre engendré par un islam malade. Il faut qu'il y ait une grande réforme, et ça ne viendra pas d'où, ça vient des autorités religieuses musulmanes, une grande réforme de ce qu'est aujourd'hui cette religion. Vous ne pensez pas que cet islam radical dont vous parlez, que c'est le fait d'une minorité finalement de musulmans et qui serait quand même peut-être dommageable que la majorité de la communauté musulmane paye c'est heureusement une minorité de musulmans islamistes qui font honte à toute la communauté musulmane, qui n'est pas ainsi. Mais justement, il est du devoir, me semble-t-il aujourd'hui, et je m'abrite derrière les propos de Bidar, qui est lui-même musulman, qu'aujourd'hui de prendre conscience du fait que cette religion est malade d'un certain nombre de dérives qu'il faut analyser, plutôt que de dire que cet homme-là n'a rien à voir avec une religion. Si, il s'est réclamé des dérives d'une religion qui appelle à tuer les juifs quand vous lisez le Coran littéralement, notamment ça. Ziad, est-ce que vous êtes d'accord avec Yvan Rioufol, cette montée de l'islam radical, et qu'il faudrait peut-être aujourd'hui un dialogue dans notre société sur ce qui pourrait être un problème? Je ne suis pas d'accord sur un point très précis, c'est que la réislamisation des musulmans, pour peu qu'elle ait lieu, comme on le dit, parce que moi je ne suis pas persuadé que la société française musulmane se réislamise à grande vitesse, ça n'a rien à voir avec le djihadisme et avec ce type de djihadisme qui est déjà au-delà du salafisme. C'est-à-dire que là, on a quand même affaire à quelqu'un qui, comme vous disiez, probablement percute tout seul. Il y a quand même un aspect de pure folie. Il ne faut pas exclure, quelqu'un qui bascule dans cette violence qui consiste à tuer dans la rue des militaires, d'aller tuer des enfants dans une école juive, etc. Même s'il y a un substrat que je veux bien essayer de comprendre, Al-Qaïda, tout ça, il y a quand même un aspect qui est de la rupture de conscience, c'est de la folie pure. Donc on ne peut pas rapprocher ça, surtout quand les chercheurs disent par exemple que le recrutement des djihadistes en France diminue parce qu'il y a de moins en moins de vocations djihadistes. Donc je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Je veux dire, les problèmes de l'islam, tout le monde les connaît, son adaptation à la modernité, mais de dire que le djihadisme est une manifestation de ça, moi je pense que le djihadisme est un phénomène totalement une excroissance de l'islam, comme il y a des fous en Norvège qui tuent 150 personnes. On ne dit pas que c'est la maladie de la chrétienté ou que les néo-nazis sont... Et c'est des choses différentes. Moi, je voudrais juste poser une question. C'est la plupart de ces jeunes djihadistes, ils viennent d'où? Depuis 20 ans, tous ceux qu'on a arrêtés, ils viennent d'où en France? Ils viennent des banlieues et des cités. On n'a jamais vu un jeune bourgeois ou un jeune musulman français de 2e, 3e génération qui a un boulot, etc., basculer dans le djihadisme. Il y a quand même dans le djihadisme français, ou en tous les cas dans ce qui peut se passer en Europe, cette part d'exclusion absolue, de mise c'est des gens qui, ce garçon, pas d'avenir, il a fait de la tôle, il ne peut pas rentrer dans l'armée, il est marginalement, il est économique marginalement... C'est une victime de la société. Non, je dis quand même qu'on ne peut pas non plus en France réduire, ne pas poser le fond social qu'il y a derrière tout ça. Je ne pardonne rien. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Je pense que si on veut vraiment se confronter à ce problème qui est un problème grave, il faut cesser de tout ramener à un problème social. Il y a certainement un problème social dans son parcours, mais il y a un problème gravement idéologique. Il est le produit d'une idéologie. Si on ne veut pas voir ça, on ne voit rien. Non, il y a un problème pathologique. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est que, Yvan, dans quel sens on peut dire qu'il y a le produit de cette idéologie? Comment on peut savoir ça? C'est quoi la différence entre d'être fou
et d'être un produit de cette idéologie meurtrière. Enfin, je ne vois pas la différence, parce que je me demande, on m'a demandé sur notre blog, à iht-rendez-vous.com, on s'est demandé pourquoi ce monsieur sera un produit de toutes ces choses, l'islam et tout ça, blablabla, extrême, blablabla, mais le soldat américain qui a tué les familles en Afghanistan, ce soldat américain, il était produit de quoi? D'une idéologie aussi meurtrière? Enfin, non, on regarde cet homme blanc, soi-disant chrétien américain, on dit « Oh, mais il était fou, comme ça, il a pété les plans, et tout d'un coup, il a tué ces gens. » Oh, non, ça n'a rien à voir avec notre idéologie, notre monde, notre religion, rien à voir. Le nôtre, il était fou, mais le vôtre, lui, il était dangereux, il était malin, c'était quelque chose de malin, c'était quelque chose qui a fait mal au sein de vous. Dans le coup de torchon de Tavernier, qui se prend pour le Christ, il massacre tout le monde parce qu'il a investi d'une mission, il se prend pour le Christ. Les personnalités pathologiques comme ça ont tendance à s'emparer d'une cause, à s'assimiler à une cause, à se prendre pour charger d'une mission. Mais il s'auto-intronise responsable de la mission. Je ne dis pas que le contexte politique international n'interagit pas avec sa folie. Je ne dis pas les conditions sociales interagissent, tout ça interagit. Mais analyser la dérive meurtrière d'un petit voyou de cité comme le pur produit 100% chimiquement pur de l'islamisation des cités, ça me paraît délirant. Ça me paraît délirant. Parce que c'est un phénomène exceptionnel. Et une exception n'explique rien. Je n'ai pas dit ça. Il a certainement une personnalité qui est fracturée, il a certainement des défaillances, ce n'est pas un fou, mais c'est le produit d'un endoctrinement. C'est ça ce que je ne veux dire que cela. C'était le produit d'un endoctrinement. On n'a pas trace de ça. Si, vous avez trace, bien sûr que si, vous avez trace de ça. Il regardait des cassettes, il était endoctriné, c'est autre chose. Non, il montrait des cassettes vous n'en savez rien. Apparemment à d'autres enfants. Il est le produit d'un endoctrinement, d'une idéologie mortifère qui appelle à tuer les juifs, à faire la guerre aux mécréants, à faire le djihad. Et ça s'appelle l'islamisme. Mais si, écoutez, non, il faut arrêter de tourner autour du pot, parce que l'islam, je fais la différence, le premier à faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Mais là, nous sommes dans un islamisme radical qui, quand il est compris par des esprits faibles comme celui-ci, peut amener à ces monstruosités-là que l'on voit également dans d'autres pays par ailleurs. Et donc, il faut s'interroger sur cela. Je trouve qu'il ne sert à rien d'évacuer ça d'une manière trop commode en disant que c'est un fou. Naturellement, il faut être absolument dérangé pour tirer à bout portant une petite fille de 5 ans. Est-ce qu'on peut pas s'interroger également sur les problèmes d'intégration en France, justement sur ces jeunes qui sont dans des cités, qui vivent dans des familles éclatées, qui n'ont pas de travail, qui vivent dans des bars HLM. Est-ce qu'on ne peut pas aussi s'interroger là-dessus? Moi, je me méfie beaucoup de cette culture, ce qu'on a peut appeler la culture de l'excuse, parce que l'immense majorité, 99,99999 des musulmans de France et des gamins des cités, fussent-ils chômeurs, fussent-ils prédélinquants, fussent-ils dans des familles fracassées, ne deviendront jamais Mohamed Merah. Voilà. Les islamistes au pouvoir aujourd'hui en Tunisie et en Égypte, on peut penser ce qu'on veut de l'islamisme politique qui est au pouvoir aujourd'hui en Tunisie et en Égypte, c'est pas des dingues. Ils ont, à leur extrême droite, un danger qui les menace eux-mêmes, qui est la montée de ce salafisme, du djihadisme. Mais tous ces salafistes et tous les djihadistes ne sont pas des tueurs. Enfin, il y a quand même dans ce monde-là toutes sortes de nuances qu'on ne peut pas ramener à une espèce de maladie de l'islam qu'il faudrait guérir. Et je pense que même si on guérissait la maladie de l'islam, ça n'empêcherait pas des phénomènes de type djihadiste parce qu'il se base sur l'exclusion, que ce soit en France, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit au Yémen, que ce soit un peu partout. Quand vous êtes exclu, vous ne tirez pas à bout portant sur des petites filles dans une cour de récréation. Non, mais ce n'est pas vrai. On vous parle de folie. C'est aussi important. Je ne peux pas être ça. Il y a un certain nombre de problèmes particuliers liés à l'islam, qui sont des problèmes culturels, politiques, géostratégiques, etc. Un problème de rapport à la modernité. Tout ça est absolument vrai. Que même il y ait en France, dans une partie de la communauté musulmane, une tentation du repli, même ça, je suis prêt à vous le concéder. Mais il faudrait s'interroger sur comment se construit ce repli dans un système en miroir entre une société française qui repousse et des gens qui disent, au fond, comme Piala à Cannes, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus, et qui se cherchent une identité dans le refus. Tout ça existe, mais ça n'a rien à voir avec une pathologie meurtrière.
Si, ça a à voir avec une pathologie meurtrière et surtout ça a à voir avec le fait qu'il faut débattre aujourd'hui de ce sujet-là. Or, ce sujet est un sujet interdit car dès que vous abordez le problème de l'islam d'une manière critique, vous êtes immédiatement accusé. Vous êtes attendez, j'ai pas fini ma phrase. Vous êtes tout de suite accusé d'être islamophobe et raciste. Et donc vous empêchez cette approche critique qui a été une approche critique qui doit être une approche critique pour toutes les religions et toutes les idéologies. Ici, c'est interdit, c'est quasiment interdit et impossible en France. Et d'autre part, vous avez également une autre idéologie très perverse qui est celle de l'antisionisme, qui est portée, elle, par l'extrême gauche, par les Verts et par les islamistes également, et qui laisse insuffler un antisémitisme très virulent qui peut amener des esprits faibles comme celui-ci à estimer que des petites filles juives sont des ennemis à abattre avec une balle dans la tête. Et c'est tout ceci, c'est cet environnement idéologique, cet embrigadement qui fait en sorte que des esprits dérangés comme peut l'être ce monstre-là amène à ces actes-là. Je crois que si on veut comprendre cet acte-là, il ne faut pas se réduire en disant que c'est un fou ou que c'est un acte isolé. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un acte isolé. C'est plus complexe que ça. C'est le produit d'un environnement et c'est cet environnement qu'il faut analyser. Mais je pense que le problème, c'est que la France vient de traverser un drame. Ce qui se passe aux États-Unis aussi, avec les attentats en septembre, je comprends très bien, hein, on est traumatisé. Le problème, c'est qu'un pays qui vient de traverser ça, on a une tendance de mélanger tout. On dit, oh oui, il y a tous ces problèmes de l'exclusion, tous ces problèmes de l'islam. Le problème de la France qui se porte très mal avec un taux d'intégration et d'une population minoritaire qui vient, qui n'est pas comme les autres, qui sont venus avant. Donc il y a tous ces problèmes qu'on mélange ensemble. Et ça c'est mauvais parce que je pense que quand même, on ne peut pas... On regarde le nombre de musulmans en France. Et on peut regarder le nombre de musulmans exclus en France. C'est énormément. Hein. La démocratie française ne marche pas pour une grande partie de la population en France. Et une grande partie de cette population, c'est musulman. Mais ces musulmans sont pas... Mais est-ce que ces musulmans descendent dans les rues et font des choses pareilles? On va reprendre ce débat. On va devoir faire une petite pause. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde, une semaine très française, donc avec la tuerie de Toulouse. Quel impact peut-elle avoir sur la campagne présidentielle? Nous parlerons également du Mali qui a été secoué par un putsch éclair. Était-ce prévisible? Pardonnez-moi, à tout de suite.